J'ai enfin une caméra qui marche. J'ai un endroit qui est pas super niveau éclairage. J'ai une fenêtre là, une autre là, mais bon, voilà. Je suis désolée, on fera avec. Bonjour, je suis Anne et voici mes lectures de septembre. Je n'ai pas présenté celle de juillet et août. On était en plein déménagement, emménagement d'ailleurs, pas déménagement mais emménagement. On est arrivé en France et ça n'a pas été facile. Après, quand on a été bien installé, j'ai ma caméra qui m'a lâché. J'ai dû trouver une nouvelle caméra, ça a été compliqué, si vous suivez mes vlogs vous le savez, bref, on n'en reparle pas. Donc là je vais vous présenter mes lectures de septembre et pour celles de cet été, je réfléchis à quelque chose. Je vais réfléchir à quelque chose, je me suis en train de me dire celles que j'ai vraiment beaucoup aimées. Et j'aimerais quand même aussi parler de quelques-unes que j'ai absolument pas aimées. Voilà, mais bon. Plus tard. Donc là, tout de suite, celle d'octobre. Alors j'ai réussi à les mettre toutes là-dedans. Voilà, il y en a quand même un certain nombre. Je vais vous les présenter totalement dans le désordre par rapport à comment je les ai lus. L'ordre n'a pas grande importance, on va pas se mentir. On commence par un graphique. J'ai lu Pumpkin Heads. J'ai acheté et lu Pumpkin Heads. Pumpkin Heads a été écrit, le scénario par Rainbow Rowell, qui a aussi écrit Fangirl ou Eleanor et Clark. Et a été dessiné par Faith Erin Hicks. Il n'a pas été traduit en français pour l'instant. C'est un... Alors l'histoire. On a deux amis qui en fait ne se retrouvent que 2 mois par an, tous les ans, en fait en septembre et octobre, dans un pumpkin patch, c'est-à-dire un endroit où, en fait le pumpkin patch, pour avoir pu en faire l'année dernière, les autres années on l'avait pas fait, mais l'année dernière on avait fait un, on pourrait dire que c'est un parc d'attractions saisonniers. Voilà, c'est comme si pendant seulement 2 mois, vous aviez un parc d'attractions, avec, entre autres, plein de citrouilles. Celui où on était allé, il y avait aussi... alors, il y avait des jeux pour les enfants, d'ailleurs, plus pour les plus jeunes que pour les grands. Il y avait un superbe labyrinthe en maïs, et donc on pouvait acheter de quoi manger, mais pas beaucoup moins que dans le livre. Et surtout on pouvait acheter des citrouilles de toutes formes, de toute taille, de toutes couleurs et des fleurs. Bref, on revient à Pumpkin Heads. Et donc il y a TJ et Josiah qui sont mis, mais en fait ils ne se rencontrent que au moment qu'en septembre et octobre, le reste de l'année, chacun de leur côté. C'est leur 3e année, l'année suivante ils partiront au collège, et là on est le 31 octobre, c'est vraiment le dernier jour, et Josiah depuis le début, depuis 3 ans et 2 mois avant, a craqué sur une jeune fille qui est à un autre stand beaucoup plus loin, et DJ lui dit bon écoute, là c'est le dernier jour, tu dois aller la voir et lui dire ce que tu ressens pour elle, il n'y a pas moyen quoi. il faut le faire, sinon tu vas le regretter. Et donc les voilà partis à faire le tour d'une pumpkin patch pour pouvoir voir cette jeune fille qui a changé de place, il n'arrive pas à la retrouver. Et tout en faisant ça, alors DJ goûte toutes les sucreries qui peut être, enfin tout ce qui peut être mangé dans le pumpkin patch, et ils devisent d'amitié, voilà, de ce qu'ils ont fait pendant ces 3 fois 2 mois.
Et est-ce qu'il y aura une suite à leur amitié puisqu'ils ne se rencontrent que là? Et ben je vous laisse le trouver. C'était très sympa, c'était assez chaud doudou, c'est un peu comme Fangirl, ouais, c'est chaud doudou. Les dessins sont assez sympas, très colorés. J'aime bien DJ, comme on sent la copine sympa qui est prête à vous aider, mais qui est aussi prête à vous pousser un peu pour vous sortir un peu de votre zone de confort. Voilà. Problème, c'est en anglais, mais bon, voilà, c'est pas non plus... c'est pas non plus l'anglais super compliqué. Il est là actuellement sur notre table basse pour faire un peu automne avec mon automne cosy de Caroline Millet. Alors, on a beaucoup y passé. Il est quand même pas mal passé sur Instagram l'année dernière quand elle l'avait sorti. Je l'avais pas acheté à la première vente. Il était parti très vite. J'avais attendu une précommande qu'elle avait fait plus tard, en sachant que je le faisais livrer chez mes parents. Je l'ai donc récupéré en août et j'avais bien décidé de ne pas l'ouvrir avant l'automne. Et bien j'y suis arrivée, il n'y a pas de souci. Et je l'ai mis là aussi sur ma table basse pour faire un peu automne. C'est très sympathique en fait. Caroline nous présente un peu comment elle voit l'automne, les activités qu'on peut y faire, les décorations qu'on peut mettre, les sweater weather. Enfin voilà, il y a plein de petites choses accompagnées de ces très très jolies aquarelles. Et il y a aussi une petite partie sur Halloween. Il y a des recettes. Hop, voilà. Bref, vraiment sympathique. J'ai précommandé celui de l'hiver et de Noël qui va sortir là. Voilà, pour l'avoir. Que je vous dise pas de bêtises, il y a 4 parties. Hop, oui, c'est ça, il y a 3. Non, 4. Home Sweet Home, partie 1. Automne gourmand, l'automne dehors et Halloween. Avec des recommandations aussi de, par exemple, d'épisodes des Gilmore Girls ou de Friends. Et c'est très sympa à voir, à lire. Voilà, ça se... On regarde, on lit quelques pages, on peut le reposer, le reprendre. Et puis il est très joli. Bon, je finis avec les graphiques. Et après on passera au roman. J'ai lu les tomes 2 et 3 de L'Enfant et le Maudit. J'avais lu, quand j'étais aux États-Unis, le tome 1, donc je l'avais lu en anglais, The Girl of the Other Side. Et je n'avais pas pu acheter la suite parce qu'elle était en rupture. Donc j'avais bien décidé de les acheter ici. Alors si vous ne l'avez pas vu la vidéo où j'en parlais, en fait on est dans un monde qui est divisé en deux. D'un côté les humains, de l'autre côté les maudits qui sont des bêtes noires à cornes. Et en fait le problème c'est que quand un maudit touche un humain, l'humain devient maudit à son tour. Il y a une légende là-dessus. Et voilà. Et sauf que, eh bien, dans un village totalement déserté, il y a cette petite fille et ce maudit-là qui vivent. Le maudit faisant très attention à ne pas toucher la petite. On ne comprend pas trop pourquoi. Elle est plus avec sa tante. On ne comprend pas pourquoi. On va commencer à le comprendre dans les tomes 2 et 3. On va aussi bien sûr comprendre que cette petite fille va avoir une importance non négligeable dans la... Comment ça s'appelle, dans l'histoire, dans la malédiction. Et bon, j'en ai que le 3, mais on en est vraiment à espérer que
qu'elle va permettre de lever cette malédiction. Je crois qu'il y a 11 tomes en tout. Donc l'idée c'est de les acheter petit à petit. J'en ai, donc là ceux-là je les ai mis en septembre, je les ai pas encore achetés en octobre, je ne sais pas si j'en achèterai peut-être seulement en novembre. Mais en tout cas c'est très joli, les dessins sont vraiment sympathiques. Ça fait pas peur, hein. C'est assez onirique. En fait c'est ça, c'est surtout ça, c'est assez onirique. Et oui, c'est un manga qui est plutôt sympa. J'attends d'avoir toute la... Enfin, je serai contente quand j'aurai toute la collection. Livre suivant, c'est un livre pour enfants, Satin Grenadine de Marie Desplechin. En fait, quand on est arrivé avec tous nos cartons de livres, on s'est aperçu que... enfin, je m'en doutais, hein, je savais avant, qu'on avait beaucoup trop de livres pour le nombre d'étagères qu'on avait, puisque on a dû acheter l'équivalent de 2 étagères comme ça. J'ai l'équivalent parce qu'il y en avait une comme ça, après il y en a une autre, c'est des Billy, hein, une demi, et j'ai dû en acheter une dernière, une demi mais en hauteur. Donc bon, ça fait deux quoi. Pour pouvoir ranger tous nos livres. Et ça, j'attendais d'être en France pour trier les livres jeunesse des enfants. Quand on est parti, voilà, j'avais pas trop le cœur à ça. Et puis voilà, Lise avait des livres que son frère pouvait lire encore. J'avais déjà fait à l'époque un tri dans les livres jeunesse jusqu'à 4-5 ans. J'en avais beaucoup donné aux écoles d'ailleurs, aux écoles des enfants à l'époque. Et bref. Et donc, mais là, il fallait en faire un autre. J'allais pas le faire en Angleterre. J'allais pas le faire alors qu'on était en Iowa. C'était ridicule. Les livres auraient été jetés. Donc là, on a fait un gros tri. Et Lise a mis celui-là de côté pour, je sais pas si c'est le lire ou le relire, mais tiens, ça pourrait être sympa à lire. On est en 1885. Et on va suivre Lucie, qui est une jeune fille qui a 13 ans, oui c'est ça, qui a 13 ans, qui est dans la bonne bourgeoisie parisienne, et puis qui aimerait, qui se dit qu'au XXe siècle, au XXe siècle, pardon, les filles pourront faire ce qu'elles veulent, mais on n'est pas encore au XXe siècle, elle a encore 15 ans à attendre, et donc eh ben, elle doit faire un peu ce que ses parents lui disent. Heureusement, elle a une gouvernante qui elle aussi voudrait bien que dès maintenant les filles puissent faire ce qu'elles veulent, et qui va réussir à convaincre ses parents de continuer son éducation une fois que l'école primaire un peu plus, parce qu'à l'époque je crois que l'école primaire était un peu plus, enfin c'était 12-13 ans quoi, elle a 13 ans, elle finit. Et donc voilà, elle va y avoir une sorte d'éducation de fait. Elle va aussi rencontrer un jeune garçon qui va l'aider aussi un peu à s'ouvrir au monde. C'est intéressant, et honnêtement il est bien écrit. Je n'ai pu qu'imaginer le même livre écrit, mais vraiment la même histoire écrite pour les adultes, elle serait au moins 2 fois plus grosse. Et en fait parfois ça allait un peu trop vite. Il y a des choses qui sont pas dites, qui auraient pu être dites d'ailleurs à mon avis, et qui auraient mérité en fait d'être approfondies. C'est beaucoup trop rapide, tout se passe en, je sais pas, 2-3 mois, alors qu'il y a pas grand chose quoi. Enfin non, qu'il y a pas grand chose. Justement, il y a beaucoup de choses qui se passent et tout tient en 2-3 mois, et il aurait fallu, il y a trop de changements en fait. J'ai trouvé qu'il y avait trop de changements entre le début et la fin pour que ça se passe vraiment en 2-3 mois. Mais voilà, c'est plutôt sympa, moins pour les adultes que pour les enfants, je pense. Il faudrait que je demande à Alice si elle l'a lu, j'en suis pas sûre. Et est-ce qu'elle serait pas un peu grande maintenant? Je ne sais pas. Donc j'ai lu beaucoup de petits livres, de livres courts, de romans courts en septembre, et j'ai commencé par Une pièce montée de Blandine Lecallier. Je
Je l'avais vu passer sur Instagram et il m'avait intéressé. On va suivre un mariage par la vision de 9 personnes. Alors, on va avoir les mariés, mais on va aussi surtout avoir des invités de la famille, ou des invités, et on va aussi avoir le prêtre. Et le prêtre, d'ailleurs, le prêtre, quand il parle, c'est un peu bizarre. C'est le deuxième, on commence par une petite fille, une petite demoiselle, pas demoiselle d'honneur, une petite fille du cortège. Après, on a le prêtre, et honnêtement, quand il y a le prêtre, je me suis dit, ça va partir d'un sens, c'est pas du tout. C'était un peu bizarre. Et après, voilà, on va passer un peu par toute la famille, on va s'apercevoir que c'est pas si facile que ça. C'est des gens de là aussi, hein. C'est comme dans certains grenades, c'est la bonne bourgeoisie. Et il y a pas mal de choses, qui sont dites, d'autres qui sont pas dites du tout, mais bon, bref. Parfois, on se pose des questions sur le mariage. Mais c'est assez marrant, c'est assez grinçant. C'est pas marrant en fait, c'est grinçant. On s'en pose des questions sur tout ce petit monde. Et puis ça se lit très vite. Voilà. Moi j'ai bien aimé. Je suis pas sûre que ça soit le livre à faire lire à des jeunes mariés. Pas parce qu'il se passe des trucs... Pas parce qu'il se passe plein de trucs en fait. Le mariage n'est pas une catastrophe. Hein. Le mariage, on pourrait le voir par la vision de quelqu'un d'autre et bon, bah, ma foi, ça se passe très bien. Il y a un ou deux petits loupés, mais sans plus. C'est plus... oui, il se passe bien, mais c'est très grinçant. C'est très... ouais, bref, j'arrive pas à trouver mes mots. Voilà. J'ai ensuite lu Nuit d'été à Brooklyn de Colombe Schneck. Lui, je l'ai lu parce que c'était Sarah de Mrs. Bouguermond qui en avait parlé. Et j'ai eu beaucoup plus de mal avec celui-là. D'ailleurs, j'ai lu autant la pièce montée. Une pièce montée, je l'ai lu en une après-midi. Autant lui, il m'a duré plusieurs jours parce que j'avais du mal à m'y remettre quand je m'arrêtais. J'avais du mal à rester dedans et à m'y remettre après. En fait, le roman part d'un... Je vais dire un fait divers, j'aime pas ce mot-là, mais d'un accident qui s'est passé réellement dans Brooklyn en 1991. Il y avait deux communautés, une communauté afro-américaine et une communauté juive orthodoxe. Un jour, le rabbin revient du cimetière, il est en voiture, il a deux voitures qui l'accompagnent et la troisième voiture du cortège a un accident et tue un jeune garçon afro-américain qui est en train de jouer avec sa cousine qui elle va être gravement blessée. C'est quelque chose qui s'est vraiment passé et de là a suivi 3 jours d'émeute. Donc voilà. Et à côté de ça, en fait, on va voir un peu cette... on va voir ces émeutes, on va voir cet accident et ces émeutes par les yeux d'Esther, qui a 25-26 ans, qui est juive, qui est parisienne, qui fait des études de journalisme et qui est comment ça s'appelle, qui est stagiaire à New York à ce moment-là. Elle a une relation avec Frédéric qui a 41 ans et qui est lui afro-américain, qui est professeur de littérature, qui est un spécialiste de Flaubert. Il a vécu en France et surtout il est marié et il a une jeune fille. Et en fait, j'ai pas accroché avec Esther et Frédéric. On voit par leur couple qui résonne par rapport aux faits divers, par rapport aux émeutes, puisque ils sont quelque part chacun d'un côté.
Et voilà, quelque part, Frédéric essaye d'expliquer à Esther pourquoi ça se passe, mais j'ai pas réussi à accrocher à ces deux personnages que j'ai trouvé dans un certain sens extrêmement égoïste avec cette déjà avec cette relation, avec enfin voilà, bon voilà, j'ai pas vraiment accroché. Pourtant c'est bien écrit. Voilà, après il y a aussi c'est le fait que c'est un peu bizarre. On commence avec avec l'accident. Et puis on va revenir en arrière pour suivre pour voir la rencontre d'Esther et de Frédéric. Et puis on va revenir après, juste après, et puis on va voir le déroulé des faits après. Pardon. On va voir le déroulé des faits après l'accident. Parfois on revient en arrière, donc parfois on s'y perd un peu. Voilà, j'avoue que en plus je m'y suis un peu perdue. Et pourtant j'aurais aimé l'apprécier vraiment. Je lirai d'autres livres de Colin-Schnell, c'est le premier que je lis. J'ai bien aimé sa plume. Voilà, c'est plus les personnages. Alors, 2 livres de la même autrice. J'ai lu 2 livres d'Annie Ernaux. C'est la première fois que j'en lis. Alors, clairement, c'est parce que Pauline Armange, je vous en parlerai le mois prochain, puisque j'ai lu son roman, son premier roman, en parle très souvent. Je connaissais un peu déjà La Honte. Il avait été présenté il y a 2-3 ans dans Ça peut pas faire de mal sur France Inter. J'aimais beaucoup avec Guillaume Gallienne. Et donc Pauline Armange, je parle très souvent d'Annie Ernaux. Ça me titillait. Je me suis dit que j'allais acheter quelques-uns. Ces livres sont très courts. Et c'est un peu des claques quand même. C'est... dans les 2, elle prend un événement qui s'est passé dans sa vie et elle le détricote et elle en profite pour raconter ce qui se passe autour. Et c'est des coups de poing. Honnêtement, c'est des coups de poing. La Honte, en fait, ça commence par le fait que un jour, alors qu'elle avait 12-13 ans, son père a voulu tuer sa mère. Et ça commence vraiment par ces mots. Mon père a voulu tuer ma mère un dimanche de juin en début de l'après-midi. Et de là, voilà, elle va expliquer la honte qu'elle a face à cet événement. Mais aussi, elle va détricoter un peu toute sa place, un peu de fille de boutiquier. À Yvetot, du fait que ses parents l'ont mise dans une école privée pour qu'elle puisse faire des études, elle est fille unique pour qu'elle puisse faire des études, et la honte qu'elle a par rapport, elle s'en aperçoit par rapport aux autres filles, enfin bref, elle détricote plein de choses sur cet été-là, sur l'été de ses 12 ans, c'est avec des mots très... il y a peu de mots, mais ça tombe vraiment très très juste. Et l'événement, dans le même genre, elle va parler de son avortement dans les années 60. Je pense qu'elle dit 63, oui, c'est ça. Et voilà. Et là aussi, c'est la même chose, c'est comment dire, c'est sans concession. C'est sans concession, tout en reconnaissant que c'est pas... Ça n'a pas changé la face du monde, ça a changé la face de son monde, mais c'est avec des mots très simples et sans concession. Enfin voilà, j'ai vraiment aimé. J'en ai un 3e que j'ai pas encore lu, qui est un peu plus gros, écrit un peu plus petit. En plus, ils sont écrits assez gros. Mais c'était... ouais, je suis vraiment contente de les avoir enfin lus. J'avais acheté, je crois que c'était en août, j'étais allée dans une Fnac alors que j'attendais un train. Et j'ai acheté Petit Pays de Gaël Faye.
Alors, on va suivre Gabriel, qui est un jeune garçon burundi. Son père est français et sa mère est tutsi. Il a une petite sœur et ma foi, tout se passe bien. Il a une vie, voilà, assez... il s'amuse avec les copains, Ça commence, l'histoire commence avec la séparation de ses parents. Et surtout, l'année 93, sa mère, donc, qui est Tutsi, vient du Rwanda, a fui avec sa famille le Rwanda il y a bien des années, a une partie de la famille qui est toujours. Et on est en 93. L'année où, enfin, je dis 93, je ne suis même pas sûre que ce soit 93, mais en tout cas l'année où il y a eu le massacre des Tutsis au Rwanda. Et en fait, c'est un jeune garçon qui devient adulte, c'est un petit garçon qui devient adulte trop vite, tout en quand même gardant son âme d'enfant. C'est... Oh purée, c'est dur. Honnêtement, il y a des moments qui sont vraiment... Enfin, il y a beaucoup de moments qui sont vraiment sympas, mais dans l'ensemble, enfin, il y a des moments, c'est... Le dernier tiers, surtout. Oh purée. Je me rappelle, je lisais un ou deux chapitres les soirs... Et puis j'en étais arrivée, oui, non, c'est même pas le dernier tiers, c'est le dernier quart. J'étais arrivée, je me dis, à peu près, voilà, le dernier quart, je vais aller, je lis un chapitre, il était un peu tard, j'ai quand même un chapitre, faut dire que j'ai lu, et j'éteins, et j'ai pas pu m'arrêter, là, c'était le moment où j'ai pas pu m'arrêter jusqu'à la fin. La fin de... à la fin, la dernière ligne de l'avant-dernière page. Oh mon Dieu. Ouais, si c'est dit comme ça, c'est... Enfin, putain, mais honnêtement, lisez-le, il n'est pas facile. Qu'est-ce qu'il est beau. Mais qu'est-ce qu'il est beau comme livre. C'est... Oui. Encore un petit livre, encore un petit livre. Alors, j'ai lu Alice Fernet, j'ai lu d'Alice Fernet, Grâce et dénuement. On suit une famille de gitans. La grand-mère, la matriarche, avec ses 5 fils, donc 4 sont mariés et toute une flopée de petits-enfants. Ils vivent sur un terrain vague. La propriétaire du terrain vague, qui est une ancienne institutrice, ça la dérange pas du tout. Aux grandes dames du reste du village et de la famille de cette institutrice. Mais voilà, ça c'est on le sait, mais on ne va pas les voir plus que ça. Et il y a un jour une bibliothécaire qui arrive un mercredi et qui décide de faire la lecture aux enfants. Les enfants ne vont pas à l'école. Et voilà, et elle va leur lire tous les mercredis, elle va venir avec des livres et petit à petit elle va découvrir un peu, on va suivre les histoires de cette famille. Et oui, bon, le titre résume très bien, ils n'ont rien, mais... Et voilà, il y a une certaine grâce quand même. Et en fait, c'est ça qui m'a... J'ai aimé ce livre, j'aime beaucoup la plume d'Alice Fernet. Mais j'étais un peu gênée par ce côté... oui, c'est dur, oui, mais quand même, je ne vais pas dire ils ont une belle vie, mais ils sont heureux comme ça. Ça me fait un peu penser à... des personnes qui reviennent d'Afrique qui disent ah oui mais ces personnes-là sont heureux, ils n'ont rien mais ils sont heureux. Bah là c'est un peu la même chose et ça m'a un peu venu aux entournures. Voilà, j'avoue.
C'était beau, mais voilà, c'était beau, mais j'ai été gênée. Il y avait des moments qui j'étais... on va quand même parler de 2 livres que je n'ai pas aimés. Alors je les avais achetés totalement par hasard, je les ai vus à la librairie, j'ai commencé à avoir mal au pied. Oui, alors dit comme ça fait bizarre parce que je suis assise. En fait, je suis sur un tabouret et j'ai les pieds surélevés, donc ils sont pile sur la marche comme ça. Donc, comme j'appuie, ça fait un peu mal. Il faut que je le fasse pour pouvoir tenir le panier. Bref, je reviens au livre. Donc j'avais vu sur une table à la librairie Les actes et les volontés de Cécile Guidot avec voilà ce petit truc là, 10% chez le notaire. J'avais bien aimé la série 10%. Je me suis dit tiens, pourquoi pas. Et pour le premier, c'était plutôt sympa. En effet, on suit une jeune notaire qui est embauchée dans un office notarial qui est très très bon chic bon genre, avec à la fois des grands clients et puis des plus petits. Enfin voilà, elle s'occupe de tout ça. On passe de l'un à l'autre, c'est pas mal. Bon, c'est la partie 10%, il y a un peu de coucherie, il y a un peu de... Voilà, que ce soit les notaires de leur côté, il y a aussi les clients, enfin bon. Mais voilà, c'était plutôt sympa. Donc, honnêtement, j'ai lu... Sympa, mais ça c'est pas 4 pages à 4 heures. Je vais lire la suite. Et là, par contre, alors déjà, j'ai trouvé qu'il y avait une différence d'écriture. Mais vraiment, comme si là, tout d'un coup... elle avait décidé d'écrire un peu autrement, je sais pas. Il y a honnêtement un début de chapitre qui n'a ni queue ni tête. On passe d'une situation à une autre sans qu'il y ait de lien. Ça commence beaucoup par des elle, des il. On ne sait pas du tout de qui on parle. De qui elle parle. Il va falloir deviner. J'ai moins aimé. Alors, déjà, celui-là est assez grinçant, mais alors là, c'est carrément du cynisme. C'est carrément du cynisme pur. Il y en a un troisième, apparemment, qui va s'appeler Les Vanités. Non, j'ai même pas envie de le lire. Ces 2 livres-là vont partir en boîte à livres. Clairement, j'attendais de vous les présenter. Mais je les garde pas. J'ai pas envie de les garder. En fait, je garde des livres. Quand j'ai fini de lire un livre, je me dis bon, est-ce que j'ai envie de le relire? Même si je le relis pas, c'est pas grave. Est-ce que j'ai envie de le relire? Ou est-ce que j'ai envie qu'un de mes enfants le lise? Et ben, les actes et les volontés, j'ai même pas envie que les enfants le lisent. C'est non, j'ai pas envie. Vous voyez, Nuit d'été à Brooklyn, j'ai pas vraiment aimé, mais voilà, j'ai pas vraiment aimé, ça arrive, mais oui, je le garderai bien pour le proposer. Autant non, les actes et volontés, non. Bon, allez, il n'y en a plus que 4. Un petit roman policier, un cosy mystery auvergnat. Est-ce que ça envoie du rêve? Je ne sais pas. Le cercle des derniers libraires de Sylvie Baron. On est donc en Auvergne. Il y a eu 3 meurtres de libraires. Et sur le dernier, on s'aperçoit tout d'un coup, il y en a un par mois. Et il y a eu il y a des A, il y a des B, il y a C. Ça fait, on a quand même l'impression qu'il y a un tueur en série. Et donc, le truc, c'est que tous ces libraires font partie d'une association qui s'appelle le Cercle des Derniers Libraires, qui est une association de défense de la librairie indépendante. Et c'est une jeune libraire de Saint-Flour, Emma, qui l'a créée. Voilà.
on découvre un journaliste qui était un journaliste sportif, qui a eu un gros accident de vélo, qui ne pourra plus faire de vélo, voilà, qui est un peu cassé de partout. Et pour le remettre en selle, non, justement, pour pas qu'il déprime tout seul chez lui, le rédacteur en chef de La Montagne, le journal auvergnat, le journal régional auvergnat, lui propose de mener l'enquête justement sur ces meurtres. Ce journaliste ne lit pas, donc bon, il y va, et il a une particularité, il s'appelle Adrien Darcy. Alors bien sûr, quand il se présente aux libraires, surtout à des jeunes libraires, les jeunes libraires font... Elle pense tout de suite à Orgueil et Préjugés. Lui, il ne sait même pas que quelqu'un s'est appelé Jane Austen. Alors, très amusant, la première qu'il rencontre s'appelle Elisabeth. Donc, elle se dit bonjour, je m'appelle Elisabeth. Il dit bonjour, Adrien Darcy. Appelez-moi Lizzie. Et il ne comprend absolument pas jusqu'à ce que justement la fondatrice de l'association Emma lui explique pourquoi. Bref, voilà la base. Emma et Darcy vont enquêter au final ensemble et voilà, on en découvre un peu plus sur l'association, on découvrira bien sûr ce qui s'est passé. Ça se passe en Auvergne, bon voilà, ayant habité Clermont, ayant ma famille en Auvergne, moi ça me parle quoi, quand on parle des volcans à Clermont en tant que librairie. Alors voilà, je sais exactement ce que c'est quand enfin bref, ça m'a beaucoup aimé. C'est oui, c'est vraiment un cosy mystery plutôt sympathique et assez amusant. Il y a quand même pas mal de clins d'œil et aussi une très jolie ode à la lecture. Voilà, ça donne envie de lire encore plus. J'ai également lu Là où chantent les écrevisses de Delia Owens. Je l'ai vu pas mal passer. Alors, comment l'expliquer? Kia est une jeune fille qui a 6-7 ans au début, dans les années 50. Et en fait, ça commence par sa mère qui quitte la maison familiale. On comprend tout de suite que le père est violent et la mère part en laissant ses 5 enfants dans la maison. Et puis petit à petit, les grands frères et grandes sœurs de Kia vont partir aussi, la laissant seule avec son père, enfin, quand il est là. Donc elle va survivre, ma foi, comme elle peut. À un moment, la ville quand même essaye de l'envoyer à l'école, bon, une journée parce que ça se passe très mal et après la petite Kia va s'arranger pour ne pas être attrapée pour aller à l'école. Et voilà, et donc on va avoir une première temporalité, on va voir Kia grandir petit à petit et avoir un peu plus, à un moment, commencer à avoir un peu plus de relations avec certaines personnes autour d'elle, dont un jeune homme qui va lui apprendre à lire et à écrire. En dehors de ça, elle se débrouille relativement bien, elle vit dans un marais en Caroline du Nord. Elle sait pêcher, elle sait... voilà, elle meurt pas de faim, c'est pas facile, mais elle ne meurt pas de faim. Donc ça, c'est la première. Et puis, on est à côté de ça, en 69. Un jeune homme est découvert mort. Est-ce que c'est un accident? Est-ce que c'est un meurtre? Et donc, on a une enquête policière par rapport à ça. Et vous sentez bien venir le truc qu'à un moment, les deux histoires se rencontrent. L'histoire est sympathique. J'ai relativement bien aimé l'histoire. Ce qui fait que j'ai pas totalement adhéré, c'est le côté un peu trop génie de la petite Kia,
qui, à partir du moment où elle va savoir lire, écrire, ouais, en fait, bon, c'est pas dit comme ça, mais à la fin, on s'en rend bien compte que c'était une génie, et ça m'a un peu gênée. Voilà, ça peut faire bizarre de dire que ça. J'espère ne pas en dire, j'espère que ça ne spoil pas. Après, les descriptions sont du marais, des animaux qui y vivent sont vraiment bien. Mais moi, en fait, c'est ouais, sur Kia et puis sur toutes les personnes qui sont autour d'elle, qui auraient pu l'aider et qui, au final, n'ont rien fait quand elle était petite. Il y avait plein de choses à faire. Mais voilà, bref, voilà. Comme d'autres, j'étais un peu gênée aux entournures par rapport à l'histoire. Oui, je sais, c'est qu'une histoire. Mais voilà. C'est ça qui fait, en fait, voilà, c'est ces petits trucs qui m'ont gênée aux entournures, qui font que j'ai... quand j'ai fini, je fais ouais, c'était sympa, mais sans plus. J'ai pas été complètement dedans. Alors, je les mets totalement dans ça, donc aucune raison que je dise. Bon, j'ai ensuite lu. J'ai aussi lu Le chant de nos filles de Deb Spera. Alors c'est amusant parce que, a priori, le printemps dernier, je l'avais mis sur ma liste Amazon. Je l'avais complètement oublié. Quand j'ai acheté, une fois, j'étais voilà, en librairie. Je vois ce livre, je le prends. Et puis, il y a 2-3 semaines, après l'avoir lu d'ailleurs, je repars dans ma liste Amazon et là, je m'aperçois qu'il était dedans. Bref, voilà. On est là en Caroline du Sud. On est en 1924. Et on va suivre 3 femmes. Tout d'abord Gertrude, qui a elle-même 4 filles, et un mari violent. Voilà. On va ensuite avoir Retta. Alors Retta, le problème c'est que sur la 4e de couverture, on dit qu'elle est esclave affranchie. Non, Retta est née le jour où justement on a annoncé tous les esclaves de la plantation qu'ils étaient libres. Donc elle est née libre. Elle est la première de sa famille à être née libre. Bon, elle travaille encore pour la famille qui avait la plantation, comme sa mère. Et donc voilà, il y a Retta, qui est cuisinière. Oui, cuisinière des Coles. Et enfin, on a Annie Coles, justement, qui est... Ils l'appellent la matriarche, qui a eu 5 enfants, qui en a perdu un dans des conditions assez tragiques. Et le décès de son aîné a fait que la famille s'est délitée. Les filles sont parties, les 2 garçons sont restés, le deuxième est bègue et pas du tout reconnu par son père comme pouvant faire des choses. En fait, la famille a 2 moyens de façon de se finir à besoin. Ils ont une plantation qui faisait du coton, mais ils sont passés au tabac suite à une invasion 2-3 ans avant d'insectes destructeurs. Et ils ont aussi un atelier de confection. Et cet atelier de confection appartient à Annie. Et voilà, autant à la plantation, c'est son mari qui s'en occupe, autant l'atelier de confection, c'est elle et donc son 2e fils. Voilà, un peu tout ça pesé. Et en fait, quelque part, le décès de son fils est dû à quelque chose d'assez terrible. Donc on ne comprend pas au début, on va comprendre petit à petit de ce que c'est. Ça explique en effet pourquoi les filles sont parties. Ça explique beaucoup de choses. Et à un moment, toutes ces femmes, et surtout Annie, va devoir regarder la vérité en face. Et chacune va devoir faire ce qu'il faut.
il était vraiment bien ce livre. Donc on suit vraiment l'une après l'autre. Et en fait le problème c'est que j'aimerais vous en dire plus, mais quand on en dit trop, ben on spoil un peu. Et voilà. Et c'est tout le problème. Gertrude va travailler à un moment pour Annie, va être aidée par Retta. C'est un peu ce qui les rejoint. Elles vivent dans la même ville. Elles ont voilà. Et c'est vraiment une histoire de femmes fortes, ouais, vraiment, qui parfois voilà vont mettre de côté, mais veulent avancer quel que soit leur âge. Voilà, c'est plutôt sympa. Enfin, le dernier livre que je vous présenterai pour ce mois-ci, c'est un roman historique, c'est La Cité de Feu de Kate Moss. On est en 1562. L'histoire se passe en partie à Carcassonne, en partie à Toulouse. On est en France en pleine guerre de religion. On va suivre la jeune Marguerite, surnommée Minou. Bon, je ne sais pas s'il y avait vraiment des surnoms comme ça, mais bon, bref, qui est catholique, qui est fille d'un libraire assez progressiste, et qui un jour va aider un jeune... Est-ce qu'elle va l'aider? En tout cas, elle ne va pas l'enfoncer, un jeune protestant. Voilà. Et ma foi, bah, il se passe plein de choses. Il y a des secrets de famille, il y a l'histoire terrible qui en même temps, bref, voilà, il y a plein de choses. Je vais vous avouer que quand je l'ai commencé, j'avais un peu peur. Parce que ça se passe donc pendant les guerres de religion. Les guerres de religion, alors je ne vais pas dire que je les connais à fond, mais quand j'étais jeune, quand j'avais 14 ans à peu près, j'ai lu la série Fortune de France de Robert Merle, qui ne parle quasiment que de ça, que des guerres de religion en France. Et en plus, moi à l'époque, j'aimais bien, quand je lisais un roman historique, aller voir dans les livres pour essayer d'en comprendre un peu plus. Alors, il y a beaucoup de défauts dans les livres de Robert Merle, mais il faut reconnaître que niveau historique, il est plutôt réglo, quoi. Il va pas commencer à inventer des trucs, ou alors c'est tellement gros que voilà, on sent, ça concerne son personnage à lui, qui n'est pas quelqu'un qui a vraiment existé. Bref. Donc, quand j'ai vu qu'une Anglaise commençait à raconter l'histoire de France, parfois ça fait peur, quoi. Mais j'aurais la même crainte avec un Français ou une Française qui commence à raconter l'histoire d'un autre pays dont je connaîtrais un peu l'histoire. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, non, pas du tout. Voilà, j'avais pas de crainte à avoir. Bon, bien sûr, il y a quelques... voilà, c'est parfois un peu... Je vais pas dire too much, mais bon, bref. Voilà, c'est un peu too much. La fin, c'est un peu too much. C'est un premier tome. Il y en a un deuxième qui s'appelle La Cité de Larmes, qui se passe en 1572 avec les mêmes personnages à Paris. Ok, je sais ce qui se passe. Grosso modo. Je l'ai pas lu dans mes 1572. Voilà, c'est... d'ailleurs, c'est dit à la fin. Il parle du mariage de Henri de Navarre et de Marguerite de Valois. On sait très bien que ça va donner la Saint-Barthélemy. Donc voilà, le deuxième, on sait que ça se passera pendant la Saint-Barthélemy. Il n'est pas sorti pour l'instant en livre de poche. J'attends qu'il y sorte. Je pense que ce sera en janvier, puisque le deuxième était sorti en grand format en janvier cette année. Et je sais que j'achèterai, parce que j'ai bien aimé. Je pense que j'aimerais bien aussi celui-là. Voilà. Par contre, en fait, le livre commence avec le prologue et l'épilogue. J'ai pas s'il y a des personnages principaux. Voilà, se passe en 1862 en Afrique du Sud. Et on
on a l'impression que c'est vachement en lien avec ce qui se passe là-dedans. Mais en fait, quand le livre se finit, ben, je trouve quand même que ce qui, au début, dans le prologue, donne l'impression que c'est le début d'un énorme phrase historique, bah, ça fait pas sens. Voilà. Vous me direz, si vous le lisez ou si vous l'avez lu, si pour vous ça fait sens. Ce qui est dit au début et après. Ah, mais elle habite aussi en Carcassonne. D'accord. Moi, je comprends mieux. La fille qui nous lit ce qui... les petits trucs sur les auteurs qu'à la fin. Pardon. Bref. Voilà, j'ai bien aimé. Un roman historique très sympathique. Et voilà pour mes lectures de septembre. Alors avec ma nouvelle caméra, je n'ai pas le temps qui défile. Je ne sais pas du tout de combien de temps j'ai parlé. J'ai une réunion et j'espère, non c'est bon, que je ne suis pas en retard. J'ai parlé quasiment 1 heure. Voilà, je suis de retour. J'essaierai en novembre de ne pas filmer aussi tardivement mes lectures d'octobre. J'avoue que je me régale. Pour l'instant, bon, il y en a quelques-uns un peu moins, mais quand même dans l'ensemble, je me régale. Il y aura plus d'anglais le mois prochain. Voilà, et sur ce, eh bien, écoutez, bonne lecture. N'hésitez pas, si vous avez des conseils, si vous avez lu un de ces livres et que vous n'êtes pas d'accord avec moi, dites-le. Si vous avez des conseils de lecture, bon, ma caisse à livres est pleine, mais n'hésitez pas à me donner des envies de lecture. Et on se retrouve la semaine prochaine. Non, on se retrouve le mois prochain pour d'autres lectures. Au revoir.